Salut à tous, bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre émission du dimanche soir pour tout revoir de la semaine des sports de combat. On est ensemble ici avec la team du soir qui est avec moi, Baba qui est à mes côtés. Salut Baba. Salut tout le monde, salut Flora. Tout va bien? Ça va et toi? Bah écoute, très bien, très bien. Regarde ce beau plateau. Yes. Regarde. On a Jalito qui est là bien installé à sa place. Wow. Tout va bien. Ça va, Jalito? Ouais, j'ai retrouvé ma place dans le canapé. Il est rassuré, il dit ok, c'est bon, je suis là, papa il est revenu, tout va bien. Et on a la chance d'avoir avec nous ce soir Bafodé Gassama. Salut Bafodé. Salut à tous. Comment Merci tu vas? de me recevoir. Nickel, ça va bien. On va rappeler quand même que tu vas faire ton deuxième combat pro à l'Hexagone, ce sera la semaine prochaine à Bordeaux. On en parlera longuement tout à l'heure justement pour savoir comment tu te sens, comment ça se passe cette prépa aussi, parce que nous on espère te voir bien en forme parce qu'on sera évidemment sur place avec RMC Sport, donc on va pousser derrière toi dans la cage. Le meilleur des sports de combat de toute la semaine, c'est tout de suite, et voici le programme du soir. On va vivre des mois de dingue sur RMC Sport avec des UFC numérotés de très grande qualité, notamment ce Duplessis-Chimaev avec Nassourdine Imavov en remplaçant pour le titre des moins de 84. Ilia Topuria, lui, part à l'assaut des moins de 90 face à Charles Oliveira. À défaut de pouvoir affronter Islam Makhachev qui lui monte chez les moins de 77. Rassurez-vous, on va tout vous expliquer. C'est le nouveau prospect de l'UFC chez les moins de 77 kilos. Michael Morales, il a mis au tapis Gilbert Burns, TKO dès le premier round pour celui qui pourrait bien bousculer cette KT en pleine mutation. Et puis on l'a dit, il est notre invité du jour, Bafodé Gassama, alors qu'il fera son deuxième combat pro chez Hexagone MMA le week-end prochain à Bordeaux, avec évidemment un objectif, obtenir une deuxième victoire. Une carte sur laquelle on retrouvera aussi Paul Dena pour ses grands débuts en pro. Voilà pour le très beau programme. C'est pas mal quand même. Pas mal du tout. On est bien. On est bien. J'ai bien servi. Je vous ai même pas demandé, mais on salue Sacha qui est au repos d'ailleurs ce week-end. Ouais. Ça va, je vous ai pas trop manqué ce week-end? Le week-end dernier? Si, ça va quoi. Merci. Il a regardé Baba, genre, vas-y, réponds, s'il te plaît, j'ai pas envie de m'embourber dans cette question. Bon, messieurs, c'est l'heure de sortir un petit peu vos agendas parce qu'on va vous donner toutes les dates qui arrivent cet été sur RMC Sport. Franchement, ça va être dingue entre les UFC numérotés, les Fight Night aussi qui arrivent. Il y aura des combats de dingue. Voilà les numérotés, d'abord. Avec dès le mois de juin, la revanche entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley pour le titre des moins de 61 kilos. Il y aura l'UFC 317 ensuite le 29 juin avec la montée d'Ilia Topuria chez les moins de 70. Ce sera pour le titre face à Charles Oliveira. Ce Max Holloway Dustin Poirier pour le dernier combat d'ailleurs de l'Américain dans la cage. Ce sera à l'UFC 318 pour le titre BMF, le fameux Best Motherfucker. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. On va le dire comme ça. Bad motherfucker, c'est ça. Baddest, c'est ça, t'as raison. C'est Baddest, Yes, c'est je ça, crois. exactement. Et puis l'annonce importante aussi de Dricus Du Plessis qui va remettre sa ceinture en jeu face à Khamzat Chimaev avec donc Nassourdine Imavov en remplaçant. Et puis même les Fight Night sont belles dans les mois à venir avec Kamaru Usman qui va tenter de se relancer, mais gros danger pour lui face à Joachim Buckley. Il y aura Whittaker face à De Ridder et puis on l'espère, l'UFC à Paris en septembre prochain. Rien n'est sûr encore, rien n'a été confirmé en tout cas par l'UFC, par Dana White qui lui dit tout le temps qu'il veut revenir à Paris, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas fait, ouais. On va détailler tout ça, mais est-ce que d'abord comme ça, est-ce qu'il y a un combat qui vous hype plus que les autres, Bafodé? Est-ce qu'il y en a un que t'attends patiemment? Comment il s'appelle? Duplessis contre Chimaev. Je savais que t'allais me répondre ça. C'est le combat qui me hype, même si je pense que Duplessis va gagner, mais c'est un combat qui me hype, ouais. Tu penses que Duplessis va gagner? Ouais, je pense que Duplessis, il est un peu trop sous-estimé, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi qu'il est sous-estimé. Chimaev, on va voir son cardio, en fait. Si ça dépasse les troisième rounds, pour moi, Duplessis va lui rouler dessus. Intéressant. Il est invaincu, Chimaev, À l'UFC. à l'UFC. Même invaincu tout court. Ouais, tout court. Aucun vaincu, ouais. T'attends c'est un quoi, bon toi, match-up. Jalito? Moi, je pense que tout le monde sait, hein, c'est Oliveira Topuria. Ça aussi, c'est un Moi, beau, je me régale déjà, moi. C'est vrai? Moi, je connais déjà l'issue du combat, mais n'empêche que, voilà quoi. Je suis quand même pour Oliveira et j'espère qu'il va. C'est ton petit chouchou, je crois. Ouais, voilà, on j'espère est- qu'il va nous procurer des émotions. T'en es réduit à ça en fait. Ouais. Tu dis même pas il gagne, juste il nous file des émotions. Ouais, je pense que c'est dur là pour lui de gagner, franchement. Ça va être compliqué. Juste, tu vois comment Oliveira le battre. Je vois pas Oliveira le battre. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est réglé. On y Je sais qu'il va perdre. on y va, mais vraiment sans conviction, mais on y va vraiment. Baba, qu'est-ce que t'attends toi? Non, comme Jalito. Ah Charles ouais Oliveira, c'est mon combattant préféré du roster. Je Bah, sais pas si je l'ai Qu'est-ce que déjà vous dit, avez, mais je le Charles dis. Oliveira? Tout C'est simplement. l'histoire, c'est. Ouais, voilà. Charles Oliveira, Moi, c'est le une histoire que j'aime personnage. beaucoup. Ouais. Voilà, Le personnage et puis l'histoire que j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on est dans le MMA moderne où la défaite apparemment elle est interdite. Ouais. Et moi j'aime l'histoire de ce gars-là qui a beaucoup perdu mais qui a fini par trouver son style,
son image de marque. Tout est arrivé en même temps. Et c'est devenu un champion légitime qui a battu des grands noms. Donc j'espère un dernier exploit. Tu vois. On va parler de tout ça, évidemment. On va les détailler, ces fights, parce que c'est vrai que c'est important. On va se pencher d'abord sur le combat qui intéresse Bafodé, ce Duplessis-Chimaev, le titre chez les moins de 84, parce que l'annonce importante aussi pour nous, Français, c'est que Nassourdine Imavov est remplaçant pour ce combat. Info exclusive d'ailleurs RMC Sport, signé Hugo Pérez. Merci à lui pour l'info. Ce qui veut donc dire que si un des deux protagonistes déclare forfait, c'est donc Nassourdine qui montera dans la cage et qui aura sa chance pour le titre. Logique de le voir être remplaçant de ce fight, Nassour? Logique, mais je pense carrément que c'est lui qui va combattre. Même Duplessis, il a fait la blague. J'ai pas voulu. Quand Bafodé a dit ça, j'ai pas voulu. Tout le conducteur, en fait. On ne peut pas construire les choses avec vous. On va parler de Chimaev, évidemment. Mais parlons un peu de Nassour, qui clairement a mérité aussi sa place après sa victoire face à Adesanya. C'était la meilleure option pour lui. Voilà, on sait qu'il y a Caio Borralho qui a fait une grosse campagne sur les réseaux sociaux pour essayer d'obtenir le combat contre Nassour, qui a une très bonne place dans le classement. Mais la meilleure option pour Nassourdine, c'est évidemment d'être au minimum backup pour le combat pour le titre, s'il ne combat pas lui-même pour le titre, parce qu'il était dans la position de le faire, très clairement. Et à mon sens, il était dans une meilleure position que Khamzat Chimaev. Exactement, il est légitime. Et je dis pas ça par chauvinisme ou... Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que finalement, Khamzat, il a combien de combats dans cette catégorie? Voilà, il a un finish contre Merchert, un finish contre Whittaker. Mais il n'en a que 3 avec Ousmane, parce que Ousmane était en welter, on peut dire que c'était un catchweight pour eux. La seule année 2024 de Nassour suffit pour moi à lui assurer un combat pour le titre. Clairement. Il bat Adesanya, voilà quoi. Non, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, ce sera que remplaçant, en tout cas pour Nassour. Mais bon, vous l'avez déjà un petit peu dit. En même temps, le forfait de Chimaev, je ne sais pas combien il est coté, mais voilà, on peut y croire parce que c'est quand même un peu le spécialiste. On va regarder, regardez les derniers combats pour lui en moyenne, c'est un fight annulé par an. Demandez d'ailleurs à Leon Edwards, il s'en rappelle, 2 annulations. Ils ont eu 3 annulés avec Edwards, je crois. Oui, mais il y en a un qui est pour Edwards. Donc on ne va pas tout mettre sur le dos de Chimaev. Il y en a une fois, Edwards a eu le Covid, après ça a été Chimaev, etc. Il s'est fait quand même une sacrée réputation. Et ce qui est dingue, c'est que malgré ça, il est poussé en fait par l'UFC. Il a toujours été poussé par l'UFC. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur les réseaux. Il a une hype. C'est incompréhensible carrément. C'est un grand combattant, mais en fait, il a. Je trouve que les gens, ils l'ont mis, vraiment au-dessus du lot alors qu'il n'avait pas encore prouvé. Et c'est resté là, je sais pas, tout le monde l'a découvert de la même manière, il combat 2 fois en 10 jours, pendant la Fight Island. Et ensuite, c'est resté, et ce truc est jamais parti. Il y a ça fluctue un petit peu, juste quand il rate le poids ou il combat pas, il y a un peu cette hype qui descend un petit peu, mais dès qu'il combat, il est poussé ça remonte. par l'UFC. Tout de suite, les performances, il est très impressionnant. Donc c'est clair que même ce qu'il avait fait avant, quand il est dans la cage, c'est sûr que ça va capturer l'imagination des gens, des fans. Maintenant, pour moi, oui, son vrai test, c'était Whittaker. Il l'a passé plus que brillamment. Et à partir de là, tu dis, OK, c'est quelqu'un, et dans cette catégorie-là, il a quelque chose à faire. T'en penses quoi, toi, Bafodé, de Chimaev? Je pense qu'il suffit d'une flamme. Il a fait 2 combats en 10 jours, donc du coup, ça l'a permis d'être devant la scène. Milité après, quoi. Et après, moi, je pense que son vrai test, c'était contre Ousmane, même si c'était un catchweight. Et je pense que si on refait ce combat, je suis pas sûr qu'il passe. Donc, en plus, en 5 rounds, et en plus, avec une vraie préparation. Whittaker, il sortait d'une victoire, Whittaker, contre Aliskerov, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, non, c'était un bon test. Mais bon, il a cette place parce qu'il a sa hype, sinon en vrai, c'est Nassour. Ouais. Et vous en parliez d'ailleurs, parce que Duplessis, on a rigolé évidemment de ce côté très forfait de la part de Duplessis. Il est fort. Il a posté un petit message sur Insta avec la photo de Nassourdine et en disant devinez qui je vais affronter la prochaine fois, parce qu'il est quasiment sûr que finalement, en fait, c'est Nassour qui va se retrouver face à lui. Il veut rentrer dans sa tête. Ouais. Mais le trash talk de Duplessis, il est vraiment sous-côté. Il est extrêmement précis. Ouais, il est très très marrant. De toute façon, pour moi, il est sous-côté de A à Z. Ouais, vraiment. Les gens ne se rendent pas compte. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'est vraiment la question que j'allais vous poser après, parce que Duplessis, il va défendre sa ceinture des moins de 84 pour la 3e fois déjà, après Adesanya, après Strickland. Un ancien champion du KSW aussi. Tu le disais, moi, c'est la première question qui me vient quand je pense à Dricus Duplessis. Pourquoi finalement c'est un champion si sous-coté aujourd'hui? Parce que quand on voit son palmarès, ça parle clairement pour lui. Pourquoi il est sous-coté? C'est quoi? C'est son style? Son style, sa façon de combattre, après sa façon de communiquer. Les gens commencent à kiffer parce qu'il est champion depuis 2 fois. Mais sinon, je pense que les gens, quand t'arrives pas avec quelque chose de nouveau, les gens, pour eux, c'est banal ce que tu fais. Et je pense que lui, pour eux, il le voit banal avec son style un peu bizarre. C'est ça qui fait que... Mais il est à 23-2.
il est invaincu depuis 8 ans, je crois. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gens, ils se rendent pas compte. Et même, en fait, les combats qu'il a pris, vu que la catégorie était un peu mourante à l'époque, c'est jusqu'à Darren Till où les gens, ils le prenaient pas encore vraiment au sérieux. Et il a un truc aussi, c'est qu'il est un peu goofy. Il est maladroit. Ouais. Il tente des trucs, c'est lui qui tombe, il se retrouve en dessous. Tu vois, tu dis, c'est ça le champion, tu y crois pas. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas de style quand il frappe, t'as l'impression. Mais c'est ça, des fois, il y a des mecs qui sont champions, ils ont quelque chose d'autre. Il a un truc où il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de. Même la première, elle est pas là, il passe direct en seconde. En fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui a un style qui est pas du tout académique. C'est même l'inverse de style académique. On va le voir justement en image, parce que tu vois, quand on pense à ce fight, on se dit, ok, on a deux hommes qui ont deux styles complètement différents face à face, on va avoir un striker et puis un mec au sol. C'est clair que la qualité première, en tout cas, de Du Plessis, c'est a priori son striking. Mais il y a ce côté, voilà, ce style pas du tout académique dont on parle. On l'a vu, enfin, moi, ça m'avait marqué face à Strickland. Oui. Et je pense qu'on va revoir des images d'ailleurs de ça, parce que c'est clairement pas académique du tout. Tu vois, ouais, ça, tu vois, ça nous fait rire quand on regarde, alors que c'est... J'aime trop. Mais ce combat, il était... En fait, c'est pas facile de combattre Strickland aussi. Ouais. Là, il est pas aidé. Non, c'est pas facile, mais même contre d'autres combattants. On l'a vu justement contre Izzy, par exemple. Voilà. Ouais, nickel. Jeter comme ça à l'intérieur en moulinant avec les bras, avec le menton à la fenêtre. En tant que coach, vous êtes tous les deux des mecs qui vous entraînez, tu combats professionnel, tu t'entraînes beaucoup. Si vous faites ça, vous savez très bien ce que votre coach va vous faire. Ah, bien sûr. D'accord. Si tu fais ça à la patte, tu vois ce que je veux dire, la baffe, tu vas la prendre, etc. Ah, t'es comme ça quand tu coaches? Oui, beaucoup. Ah ouais. Sinon, ça rentre pas, c'est le métier qui rentre. Mais on l'a vu aussi faire des takedowns où il est en train de tomber par terre, mais il attrape quand même la cheville. Tu vois, c'est-à-dire que même dans ce qu'il fait, il y a un taux de réussite qui est très élevé. Tu vois. Et en fait, c'est quelqu'un qui a poussé l'efficacité au maximum. Ce qui compte, c'est ça. Ouais, parce qu'on en rigole, Bafodé, de ce style-là de Du Plessis, mais quand il frappe, ça frappe très fort et l'impact est énorme aussi. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pour ça qu'il arrive aussi à gagner ses combats à chaque fois. Et en plus, je pense aussi que les gens ils sous-estiment, mais il est très lourd dans la cage, à mon avis. C'est un gros 84. Et quand tu le vois à côté d'Aspinal, il n'y a pas beaucoup de différence de gamme. C'est un gros 84. Très fort physiquement aussi, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, ça joue. Souvent, les champions comme Alex Pereira, tout ça, c'est des gros dans leur caté. C'est vraiment les plus lourds, tout ça. C'est-à-dire, du coup, ça joue. Ouais, puis le physique qu'il a aussi. Il y a un truc aussi, c'est que depuis qu'il était à l'UFC, il avait un problème de nez. Oui. Il a dû faire une opération. Tout le monde prenait son coach pour un menteur. Il disait, il respire qu'à 20% de ce qu'il pourrait respirer normalement. Ah ouais. Et du coup, il a fait cette opération, ça lui a débouché les narines et du coup, il a un cardio illimité. Encore plus. Ouais, il fonce, il n'a pas peur des coups. Intéressant, non mais c'est intéressant de le voir parce que c'est vrai que le cardio compte énormément, évidemment. On parlait du striking de Du Plessis. À l'inverse, en face, on a un homme qui mise quasiment tout sur le sol. C'est comme ça qu'il remporte la plupart de ses combats. C'est en tout cas son point fort principal, ancien lutteur pro. Donc forcément, il s'appuie sur ses qualités. Enfin, il me donne l'impression d'un serpent, tu vois, qui vient s'enrouler autour de toi. Et une fois qu'il est autour de toi, il te lâche plus, en fait. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Surtout dans ce combat-là, on a vu toutes ses qualités s'exprimer. Chimaev, à un moment dans sa carrière à l'UFC, comme plein d'autres lutteurs, pendant un moment, il s'est pris pour un kickboxer peut-être, tu vois. Il s'est pris pour quelqu'un qui pouvait vraiment faire que des échanges debout, alors que son style, c'est celui-ci, c'est de plonger dans les jambes, d'attraper son adversaire, le mettre sur le dos, et soit il le tabasse, soit il le soumet, en fait. Et quand il fait ça, là, c'est compliqué. Il a un truc bestial aussi, j'ai l'impression qu'il ne voit pas des adversaires, mais des proies. Ouais. C'est ça. Tu vois, dans le regard. Hein. Ouais. C'est ça. Et je pense que ça peut jouer contre lui. Il affronte un mec qui a vraiment pas peur ou qui l'attaque lui en premier. Moi, j'imagine un Du Plessis qui tente le takedown sur lui en premier, ça pourrait être déstabilisant. Je pense quoi, Baba? Ouais, je pense que, bien sûr, de toute façon, Du Plessis, il est capable de le faire parce que, comme l'a bien dit Bafodé, ça se voit que physiquement, il y a une dimension qui est supérieure. Et je suis pas sûr que Chimaev, il ait déjà affronté quelqu'un d'aussi fort physiquement. Moi, je suis sûr que non. Déjà, là, j'ai regardé, là, il y a Ousmane, 77. Hollande, 77. Et même Whittaker, avant, il était en 77 et il est monté. C'est-à-dire, lourd comme ça, pour moi, je vois Du Plessis gagner. Celui qui a parlé de ce combat et qui s'est entraîné beaucoup avec les deux, c'est Reiner de Rieder. Yes. Et il a dit qu'il voit plus Du Plessis gagner que Khamzat. Il a dit en d'autres termes, parce que toujours les termes très fleuris de mais Strickland, c'est il l'a dit à peu près comme ça. C'est un haineux, parce qu'il s'est fait malmener par Khamzat, lui. Il l'a fait taper 4 fois.
Oui, mais il n'a pas eu des mots tendres non plus pour Duplessis, je te rassure. Il a eu des petits. Lui, c'est son fond de commerce de parler comme ça. Il joue beaucoup là-dessus. Alors que De Reader, il est juste. Objectif peut-être. Il est tranquille. Voilà, un mec chill qui raconte un truc. Bon, nous, c'est notre boulot un petit peu de raconter des histoires comme ça sur les combats. On se dit, ce combat-là, on a un striker face à un lutteur. Mine de rien, c'est peut-être plus compliqué que ça quand on creuse un peu, parce que Duplessis a de vraies qualités au sol aussi. On l'a vu plusieurs fois sur ses combats, notamment face à Adesanya, face à Darren Till aussi. C'est un domaine dans lequel il a bossé aussi. Et c'est devenu une de ses qualités, mine de rien. Il arrive non seulement à faire des années au sol, mais à terminer aussi ses combats comme ça. Ouais, on sent qu'il met beaucoup de poids aussi, encore une fois, sur son jeu au sol, qui est beaucoup basé sur sa force physique dans un premier temps, mais aussi il a les capacités techniques. Hein. C'est un bon grappleur, et quand il y a une opportunité de finir, il finit assez rapidement, donc il est opportuniste. Pour moi, il est complet, c'est... Je te sens fan, Bafodé. Hein. Non, non, franchement, pas forcément. C'est juste, moi, je respecte le parcours. Ouais. Et un mec qui est champion et que tu vois, il a des records 23 ou 24, tu es obligé de respecter. Ça fait 8 ans, il est invaincu. Et pour moi aussi, toutes les catégories, pas extrêmes, 84, 77, 70, 66, tous les mecs sont complets. Les champions dans ces catégories-là, ils sont bons partout. Ça veut dire que... On voit ses qualités au sol, Jalito. T'es Duplessis, t'es le camp de Duplessis. Est-ce que tu te dis, je vais aller surprendre Chimaev sur son terrain ou pas? Ouais, mais surtout qu'on a vu des images de Duplessis qui soumet 5 black belts du Gracie Barra à la suite pendant un tournoi. Un truc en équipe, il le gagne tout seul. Tous, et en plus des guillotines à une main, des trucs où il faut vraiment être très balèze. En fait, je le vois surprenant, il est illisible. En fait, les mecs, ils disent « il est lent », Whittaker qui parle de ça. Ils disent « il est lent quand tu le vois, mais dès qu'il te fait le premier 1-2 en face de toi, tu te le manges, mais tu comprends pas. » ce qui se passe, Donc du coup, je pense qu'il peut surprendre Khamzat qui est vraiment sûr de lui, mais qui n'a jamais été dans le rôle de la proie. C'est lui toujours l'agresseur, c'est lui toujours qui fait le premier pas, qui va chercher à finir le combat le plus rapidement possible. Je ne sais pas si Duplessis prévoit de faire ça, mais ça pourrait être intéressant. De le voir lui shooter en premier. Si, pour moi, Chimaev finit pas au premier round, c'est mort. Ouais, il y a ça aussi, il y a cette dimension. Lui, il va parier sur ça. Il a toujours fait ça, il va tout faire pour faire ça. Dès le premier round. Parce que sinon... Il faudra patienter encore un peu pour voir ce combat. Il va falloir être un petit peu patient, mais il y en aura plein d'autres avant pour vous faire patienter. Du coup, on va parler de celui qui intéresse les deux là, Jalito et Baba. Bon, après, on va pas se mentir, on attendait quand même tous, et Topuria le premier, son combat face à Makhachev pour le titre des moins de 70. Va falloir attendre un peu. Topuria, il va disputer le titre, mais du coup, ce sera face à Charles Oliveira. On va essayer de résumer, parce que ça bouge quand même beaucoup en ce moment dans les KT. En gros, avant, tu avais Topuria, champion des moins de 66, Makhachev, champion des moins de 70, et Belal Muhammad, champion des moins de 77. Maintenant, depuis, il y a Jack Della Maddalena qui a fait tomber Belal et qui a récupéré la ceinture des moins de 77. Ceinture que va aller chercher Islam, qui monte de catégorie. Mais du coup, qui laisse sa ceinture des moins de 70 parce que Dana ne veut plus qu'il y ait des doubles champions à l'UFC. Topuria, lui, donc, va aller chercher la ceinture des moins de 70, laissée vacante. Il combat face à Charles Oliveira. Et c'est donc Alexander Volkanovski qui a récupéré la ceinture des moins de 66. Ceinture abandonnée par Topuria. C'est bon, tout le monde a suivi. C'est tellement bien expliqué que j'ai recompris. C'est un beau schéma. Tu sais quoi, moi, je pensais que c'était nécessaire de réexpliquer parce que pendant la conf de presse de l'UFC la semaine dernière, c'est la semaine dernière? C'était la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, je sais même plus. Nous, on était en train de traduire la conf de presse. Il y a Topuria qui est arrivé au milieu du truc et on était là, mais on est perdu. Qui combat, qui fait quoi et tout. Donc c'était un petit peu nécessaire de mettre les choses au clair. Déception quand même pour Topuria qui lui voulait affronter Makhachev. J'imagine que vous avez vu, ça a chauffé un petit peu sur les réseaux entre les deux hommes. C'est parti d'ailleurs de Makhachev qui a déclaré la différence entre toi et moi, c'est que j'ai nettoyé toute ma KT et donc je passe à une autre. Mais toi, tu as fui deux prétendants qui étaient sur des grosses séries de victoires. Tu n'es personne dans la KT des légers, juste une grande bouche venue d'Espagne avec une jolie coupe de cheveux. Va déjà remporter une victoire et après on en reparlera, garçon. Réponse évidemment de Topuria. La différence entre toi et moi, c'est que je suis un homme et toi un lâche. Je parle et je me bats. Toi tu parles et tu te caches. Enfuis-toi vite et ne laisse pas de traces. Tu es un petit garçon. Le tout écrit en russe à la fin. Est-ce que on l'aura un jour ce fight ou pas entre eux? Il est inévitable pour moi. Il faut le faire. Ouais, si l'UFC rate ce fight, virez Dana. On va encore me dire que ne pas le faire. On va encore me dire que je me mets sur leur côte, mais déjà c'est incompréhensible d'avoir ce type de combat-là et la magnitude que le combat peut avoir.
et laisser échapper ce combat-là, moi peut-être que je bloque là-dessus, hein, mais déjà pour moi, c'est pas compréhensible. Pour moi, parce que l'UFC, on le sait très bien, a les moyens pour dire à un combattant, tu montes pas tout de suite, tu fais ce combat, bien sûr, on en parlera plus tard. Donc c'est incompréhensible. Je pense que le combat, on le verra, mais en attendant, ouais, ce serait bien qu'on crée une règle, puisque on peut pas le faire, arrêtez d'en parler en fait. Arrêtez de vous tweeter, ça sert à rien quoi. Ouais, ils se sont jamais autant parlé que depuis que tu vois, laissez-nous tranquille. C'est le même avec les deux chiens qui se parlent comme ça, mais il y a une barrière, tu l'ouvres, ils se parlent plus. Ce combat, il se ferait dans quel cas? Faudrait que Makhachev il perde contre Jack Della Maddalena? Non, pas spécialement. Ça pourrait être Topuria, il montrait pour lui encore. En 77, tu crois qu'il peut? Il l'a dit, il l'a dit. Les options sont là. Il fait 84 kilos hors camp et il peut encore bulk up. Les options sont là. Maintenant, il y a ça et tu fais 90 hors camp. Islam, il peut redescendre encore. Ce que j'allais dire, moi je pense que l'option improbable, pardon Flora, mais je pense que c'est celle-là aussi. Makhachev, moi je le vois comme un one-shot, son histoire de 77. C'est son rêve. Ça va une deuxième ceinture. Imagine, ça marche. Il attend, ça fonctionne, il redescend. N'oublions pas qu'il avait dit qu'il était prêt à monter directement en 84. Oui, s'il avait dit parce qu'il y avait son histoire de Bella, c'était son pote, mais ouais, voilà, il voulait prendre Strickland quand Strickland était champion. Il se disait ouais bon c'est faisable. Avec Duplessis, je pense que c'est différent et avec Khamzat encore moins. Si c'est lui. Donc je sais pas, mais dans tous les cas c'est faisable et ça va se faire, je pense. Vu le storytelling autour de ce combat, ça m'étonnerait que l'UFC se dise tiens, il n'y a pas un truc gros à faire, on va laisser échapper. Bon, en tout cas, il y a une certaine impatience à voir Topuria dans cette nouvelle catégorie aussi, lui qui a une puissance de KO assez incroyable, réussissant même d'ailleurs à mettre au tapis un certain Max Holloway, chose que personne n'avait fait jusque-là. On va se faire un petit plaisir avec une petite compile des KO de Topuria signée de Baptiste Coranti. I mean, he's just unloading on Damon Jackson right now with all combinations. Those body shots have now officially set up the headshot, and it's all over. That's walk-off KO. He just chopped him down like a tree. Oh my goodness gracious! And like you said, that was all because of goal. Oh, there it is. Nice hammer. Oh, big hammer fist by Topuria. There it is. Big shots. Oh, big shots by Topuria. He might be out. He's out. He's out. Topuria. Beautiful by Topuria here. Can't shoot on him. Can't get a hold of the legs. My words! Unbelievable knockout by Topuria. The O2 can't believe what's just happened. Bon démarrage. Il est terminé, il est KO. C'est le nouvel star de l'UFC. Wow. Oh là. C'est incroyable. Pas usurpé, vous l'aurez compris. Non, une combinaison. Il l'a connecté une fois et ça a suffi. Et regardez là, les mains sont ouvertes. Et Topuria commence à sentir le bout du sang. Les frappes commencent à rentrer. C'est peut-être le moment. Ouais. Oh, il a touché, il a sonné. Il a le tapis. Oh, l'accélération. Il a mis incroyable. Il a fait. Il a mis incroyable. On pensait que c'était pas possible. Il l'a fait. Oh, c'est incroyable. Waouh, c'est vraiment le futur de l'UFC. Ça débat en plateau, ça débat, savoir comment Charles Oliveira peut mettre KO Ilia Topuria. On insiste sur ce KO Power de Topuria parce qu'en face, Oliveira, parfois, il encaisse difficilement aussi. On va voir des petites images. Est-ce que c'est là que ça peut se jouer, justement? C'est pas bien, Jaïd. C'est pas bien du tout quand vous montrez ça, tous ces knockdowns. C'est pas toi qui va les prendre. Mais on voit que sur l'impact des coups de Topuria, parce que Topuria frappe très fort aussi, on voit que ça peut faire mal aussi à chaque fois. Et que, quand on voit comment Oliveira encaisse mal parfois, parce qu'il tombe quasi, enfin, pas, je dis pas à chaque coup, mais on sent c'est un genre de défense en fait. Oui, c'est ce que j'allais te dire en fait. C'est une espèce de stratégie. Ouais, j'avoue, je trouve des excuses. Non, mais c'est quoi, on en a parlé tout à l'heure à la rédaction. On s'est dit, parce que moi je me suis dit, mais pourquoi il tombe direct? Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a certains coups, évidemment, il les encaisse, ils lui font mal. Donc ce sont des vrais knockdowns. Le truc avec Oliveira, c'est que c'est bien pour lui aussi d'être sur son dos. Bien sûr. Il accepte très volontiers. Il est tombé sur le dos en se disant ok, peut-être ça va être un knockdown, mais si tu viens dans ma garde pour essayer de me finir, moi je vais t'attraper, je vais attraper un bras, je vais attraper un triangle qui va partir à la volée, quelque chose, et ça va être compliqué. Donc même les combattants qui le mettent knockdown, il n'y en a pas beaucoup qui vont le suivre derrière. Exactement. Mais quand on regarde ses deux derniers combats, ses deux dernières sorties à Oliveira, il n'a pas pris de knockdown, ni contre Tsarukyan, ni contre Chandler. Oui. Après, Tsarukyan, c'est pas un connard, non? Ouais, mais Tsarukyan, pour moi, c'est un vol, ce combat. Je l'ai re-regardé. Je sais pas comment ils l'ont jugé, mais voilà. Tu nous disais pendant qu'on regardait le PAD, je parle en langage technique, journalistique, pardon,
sujet, je ne sais pas, qu'on regardait les KO de Topuria, Bafodé, que pour toi, la seule façon pour Oliveira d'aller battre Topuria, c'est de l'emmener au sol? Ouais, à mon avis, s'il reste debout avec le knockout power de Topuria, et en plus, sachant qu'il va être en forme, parce que lui, il descendait en 66, à mon avis, s'il touche, c'est chaud. Ouais. Le seul moyen pour moi de Topuria de gagner, c'est de le soumettre. C'est la seule façon de gagner. C'est la seule pour moi. Hein. Ouais. Ça sera sa seule chance. Moi, ça se tient. Ça se tient parce qu'en plus, tout le monde connaît les qualités de finition d'Oliveira, mais on ne parle pas assez du jiu-jitsu de Topuria, qui est black belt. Il ne l'a pas trop montré à l'UFC, mais c'est très solide au sol. Mais après, est-ce que c'est un black belt de ce niveau-là? Non, ce niveau de black belt. Ceinture noire, les amis. Ouais, de ceinture noire en MMA à l'UFC, je ne sais pas s'il sera réatteint un jour, parce que c'est exceptionnel. Tu vois, c'est le mec qui a le record de soumission. Ouais, record de soumission. Record de soumission. Record de soumission et record de finish. On l'a tout dit, je crois. Ah ouais, bah tu vois. Mais je pense quand même qu'il a une... C'est vrai que sa meilleure chance à Oliveira de gagner, c'est au sol. Mais je pense aussi qu'il a... Il frappe fort. Il frappe fort. Il a été en capacité de faire mal à beaucoup de combattants de sa catégorie. Il est établi dans cette catégorie depuis longtemps maintenant, même s'il vient des 66 lui aussi. Donc il y a une chance infime. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup ce combattant. Donc comme je sais que j'ai un biais, je fais attention. Non, mais... Moi, je fais pas attention. On va le rappeler, et je vais m'appuyer sur vous aussi pour ça, mais Oliveira, c'est aussi un très gros nom de l'UFC, ancien champion de la KT évidemment. Il avait remporté la ceinture vacante face à Chandler et puis il avait défendu face à Poirier après. Quel run, 12 victoires. Oui, non, mais voilà, il faut quand même rappeler qu'il n'a pas aussi, parce que certains peuvent se dire pourquoi c'est lui qui a sa chance pour le titre aujourd'hui face à Topuria, c'est le deuxième de la KT. C'était logique aussi pour vous de le voir avoir cette chance-là, parce qu'il y en a certains qui le voient presque comme étant fini alors qu'il a 35 ans et que voilà, il a ces 2 défaites. Et... Toute sa carrière, c'était ça. C'est qu'une suite logique pour moi, ça. Armand a raté sa chance, Tsarukyan, il a raté sa chance. Ça, l'UFC ne le pardonne pas. Ouais. Lui, il essaie de se rattraper. Tsarukyan est premier de la KT, on le rappelle. Voilà. Ouais. Donc du coup, là, c'est le plus simple à faire. C'est un money fight en même temps. C'est 2 méga stars. Ouais. Ça va avoir une amplitude qui va être vraiment... Ça touche l'Amérique latine, ça touche le monde entier, en fait. Tous les fans de MMA veulent regarder ça. C'est une opposition de style. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a à peu près tout. Tous les ingrédients pour avoir le blockbuster de l'été. En plus, ça tombe pendant la International Fight Week. Donc, c'est bien. UFC 317, ce sera. Topuria qui a déjà combattu en moins de 70 à l'UFC. C'était en 2022 face à Jair Herbert. On insiste sur ce combat. Pourquoi? Parce que c'est la seule fois où Topuria prend un down. Il est proche même d'être fini à ce moment-là. On va quand même rappeler qu'il s'impose sur TKO au 2e round après. Mais c'est important aussi de le dire parce que changer de KT, c'est pas non plus forcément gagner tout de suite pour lui. Non, c'est différent. On se dit que 4 kilos, c'est rien. Ouais. On se dit que Topuria, hors combat, hors camp, il est probablement autour des 80 kilos. Mais c'est quand même différent de combattre dans une catégorie comme ça où les mecs partent d'encore plus loin pour effectuer leur cut. Et encore une fois, on parle de combattants qui sont établis dans cette catégorie depuis longtemps. Oliveira, il a combattu tous les mecs de sa génération. Ouais. Certains plusieurs fois. Donc il ne faut pas oublier aussi que l'élément expérience, il est très important. Et il a cet avantage-là sur Topuria. Topuria, il est exceptionnel. Je ne peux pas dire autre chose c'est un combattant exceptionnel. Mais on va voir quand il montera. Gros suspense. Vraiment, l'été, en fait, on ne va pas dormir cet été. On va regarder tous les UFC. On va marquer une petite respiration sur RMC Sport 1 et puis on revient juste après pour parler de l'événement du week-end prochain, l'Hexagone MMA Bordeaux avec Bafodé qui est avec nous en plateau. Il y aura Paul Dena aussi sur la carte. On en parle dans quelques instants. Restez bien avec nous. Mais on reste ensemble sur Twitch, les amis, pour vous faire jouer et vous faire gagner grâce à la question Winamax. Je vais vous poser une question. Vous avez quelques secondes pour répondre. Le premier dans le chat qui répond remporte 20 € de free bet sur Winamax. Attention, question super difficile. Quelle est la nationalité de Charles Oliveira? C'est super dur. On l'a dit au moins 3-4 fois. Le premier qui répond dans le chat, les amis, l'emporte. Baba est mon juge de paix aujourd'hui. C'est moi. T'es au taquet? Absolument. Quelle est la nationalité de Charles Oliveira? Lays. Bonne réponse. Bravo, Lays. Ça va trop vite. Lays 4. Lays 4, Lays 4. Ouais, Lays 4. Lays 4. Bonne réponse à toi. Envoie-nous ton pseudo Wina en DM pour que le free bet te soit crédité. En même temps, c'était vraiment
Pas très dur. Ouais, c'était pas trop compliqué. Hein. Oui, bah écoute, on fait ce qu'on peut sur les questions. Tu viendras brainstormer sur les questions ouais, dans la rédaction. Moi, je vais les challenger sur le chat la prochaine fois. On est de retour sur RMC Sport 1. On va parler cette fois-ci de l'UFC qui était à Vegas la nuit dernière pour un Fight Night à l'Apex, un main event qui a tenu toutes ses promesses d'ailleurs entre Michael Morales et Gilbert Burns. TKO dès le premier round de l'Équatorien. Baba était aux commentaires et on va revivre tout ça avec Antoine Simon. Il va continuer son attaque, là, touche encore, il fait crochet du droit, et là ça fait mal. Il est pas bien, c'est compliqué, il va terminer Morales, il va terminer. Je pense que c'est fini. Ouais, il réagit encore une fois, Gilbert Burns, il me fait mentir. Ouais, mais il reste 1 minute 30, ça va être dur pour lui. Et regarde, il reste sur lui, Morales. Ouais, mais il emboule, il se défend plus, c'est terminé. On peut arrêter, oh là 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 là. Quelle victoire de Morales qui réussit son test. Ah, c'était un test pour lui, et le test est réussi de fort belle manière. Victoire par TKO dès le premier round. Il a complètement submergé l'ancien prétendant au titre, Gilbert Burns. Il a pris ses marques petit à petit et la première accélération elle a été déjà dévastatrice. Burns avait bien réagi, mais c'était plus qu'une question de temps, hein, visiblement. Et c'est fort ce qu'il a fait. Tu commandes vachement bien. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Je vais partir, c'est bon. Ça te dirait de refaire ça mon dimanche soir est fait. Je vais m'en aller. En plus, sérieusement, 25 ans, Morales seulement, toujours invaincu. C'est le gros prospect de l'UFC. Il t'a impressionné sur ce combat? Il m'a beaucoup impressionné parce qu'on en parlait avec Jalito juste avant. C'est quelqu'un qui a évolué sous les radars. Oui. Et puis quand il est remonté à la surface, c'est pour éteindre, c'est pour faire des grosses performances. Et là, Gilbert Burns, c'est pas n'importe qui. Ouais. Même s'il était sur une série de 3 défaites, il était sur une série de 3 défaites contre l'ancien champion Belal Mohamed, le champion actuel Jack Della Maddalena. Et sa 3e défaite, c'est contre peut-être le conteneur numéro 1 en dehors de ces gars-là, en l'occurrence Sean Brady. Donc il faut lui donner du crédit quand même à Burns. Et il lui a... J'aime pas ce terme, il est un petit peu galvaudé, mais il lui a roulé dessus. Oui, il a roulé dessus, on peut pas dire autrement. Là, on voit en plus qu'il est balèze pour la KT. Ouais, il est balèze, c'est ça que j'allais dire. Là, Burns, il se prend des patates de 90 kilos, c'est pas des patates de 70 kilos. Exactement. Il est balèze de ouf. 6 combats, 6 victoires, il est toujours invaincu en pro même. Hein, il a 18-0 en pro. Clairement, là, il va entrer dans le top 10 de la KT. Là. Oui, en plus, comme tu disais, les balèzes, la plus grosse allonge de la KT. Ouais. Donc là c'est MVP, etc. Tu vois, donc, ouais, je le voyais pas aussi balèze. Non, il est fort. Pas aussi fort. J'ai pas regardé le combat, mais là, le peu ce que j'ai vu, là, les impacts de ses coups, ils étaient meurtriers. Et non, il a un physique pour un 77 qui est énorme. C'est un 84, là. Ouais, lui, il pourrait jouer... Dans quelques années, on va parler. Il va monter. Voilà, est-ce qu'il va lâcher sa ceinture? Est-ce qu'il va monter? On va revivre le même scénario. Non, il m'a fait du mal. C'est un Brésilien? Ouais, j'annonce. Non, il est équatorien. Ouais. D'accord. Équatorien, ouais. Équatorien. Il était face à un... Mais il s'entraîne aux États-Unis depuis quelques temps maintenant avec Belal Mohamed. Monday, c'est Julian Peña. C'est ça, apparemment, ça porte ses fruits. En tout cas, gros renouveau quand même dans cette KT des moins de 77. On a vu Belal qui est tombé face à Jack Della Maddalena. Burns aujourd'hui. Si on prend d'ailleurs tous les vétérans un peu de cette KT que vous voyez là, donc Burns, Ousmane, Belal, Edwards, Thompson et Covington, qui sont ceux qui sont dans le top 15 depuis plus longtemps, ils sont sur une série de 14 défaites consécutives au cumulé. Donc clairement, on peut dire quoi? Place aux jeunes dans cette KT, renouveau? C'est une catégorie, on en parlait tout à l'heure avec Baba, c'est une catégorie qui est assez... En fait, c'est bizarre. Vraiment, c'est bizarre, parce que quand on regarde les runs en fait, des gens, depuis GSP, il n'y a pas eu un champion qui est sorti du lot. Vraiment concrètement, si on enlève un peu l'euphorie du moment, quand on prend du recul, les runs, ils sont un petit peu... Voilà, tu restes un peu sur ta faim. Sauf Kamaru. Mais même pas, parce que Woodley, quand il a perdu, il n'a plus jamais regagné. Kamaru, dès qu'il a perdu, il n'a plus jamais regagné. Qu'il a perdu sa ceinture, il n'a plus jamais regagné. Qui encore Léon Edwards, dès qu'il a perdu sa ceinture, il n'a plus jamais regagné. Belal Mohamed, je crois qu'il va suivre le même chemin. Donc voilà, maintenant il y a une nouvelle génération. La génération juste avant, c'était Kamaru. Il défend sa ceinture 2 fois contre Masvidal, dont une en short notice. Ouais, et puis 2 fois Covington aussi. 2 fois Colby Covington, c'était deux... Bon, il y en a un qui était bien. Mais le premier, il était bien. Après, voilà. Mais finalement, quand tu regardes et tu remets dans le contexte avec du recul, c'est un peu... Parce que Ousmane, c'est quelqu'un qu'on comparait avec le run de GSP. C'est toujours là où j'ai eu du mal. Tu vois. Exactement. Pour moi, la comparaison, là, elle était pas bonne. Pas légitime. Elle n'a jamais été bonne pour moi.
Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, il n'y avait pas que ça sur cette carte, mais on a choisi de vous montrer donc le combat principal. Et une autre petite image aussi sur le reste de la carte, c'est la victoire de Melquizael Costa, qui est sa 3e en 2025. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà. Ouais. Quel combat? Moi, il m'a fait sur kiffer. Ce jaune. J'aime beaucoup son style. Alors, victoire sur décision unanime face à Julian Erosa. Victoire construite du Brésilien, pour le coup, là, qui a peut-être été plus tranchant, d'ailleurs, que son adversaire. Baba, à toi de nous dire, parce que tu l'as commenté, ce combat. Ouais, vraiment un beau style. Ouais. On est chez les moins de 66, là. Exactement, ouais. C'est un phaser. Les deux sont très grands pour la catégorie, parce que là, c'est un des plus grands. On ne comprend plus les KT, Bafodé. Erosa vient des 70 et ils ont fait un beau combat. C'est vrai que Erosa finit fort, mais il perd les 2 premières reprises. Donc, pour moi... ou en tout cas c'est discutable parce qu'il y a un round qui est un petit peu ce qu'on appelle un swing round, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Moi j'aime bien en tout cas le style de Costa, un gaucher qui travaille bien avec ses jambes, il a un bon Muay Thai je trouve, un bon striking. Il est divertissant, ouais, comme tu le dis, puis il a été capable de bien défendre aussi je trouve au niveau du grappling et de la lutte, il a montré des choses intéressantes. C'était choqué sur les KT, Bafodé. C'était des 66. Ouais, 66. 1m80. Ouais, ils sont à la hauteur de... En général, ils n'arrivent pas au niveau de la cage. Mais c'est trop... Mais ils sont grands. Ouais. Oh là là, aujourd'hui, ça allait... Moi, je crois que plus on avance, plus ce sera le mec qui cuttera le plus. C'est pas possible. Sean O'Malley, il fait 1m80, il est en 60... Oui, mais après, il a une physio... il est mince. Mais là, tu me dis 66, je te dis... C'est les nouveaux gabarits. C'est les nouveaux gabarits qu'on voit. On voit de plus en plus. On le voit dans la rue, puis maintenant, tu le vois dans les combats. Ça arrive. Je rappelle qu'Owan, on a Nabil, qui fait 1m93 et qui vient de monter à 65 kg. Wow. Il vient de monter, il était à 61 kg. Ouais, mais c'est encore kickboxing. Kickboxing, Muay Thai, ouais. Après, souvent, ils sont longs et fins là-bas. Ouais, c'est ça. Plus longiligne, effectivement. Voilà pour l'UFC, messieurs. On va se pencher sur le week-end prochain qui nous attend avec cet événement, l'Hexagone MMA, qui pose ses valises à Bordeaux, à l'Arkea Arena. On suivra évidemment tout ça sur RMC Sport 1. Voici ce qui vous attend avec notamment le premier combat pro de Paul Denis Navarro face à Sabir Talmoust. Le main event entre Baris Adigouzel et le Brésilien Monteiro, le Français qui remet en jeu sa ceinture des moins de 61. Et puis on suivra aussi Bafodé Gassama de retour après sa première victoire à l'Hexagone en février. Comment tu te sens déjà, Bafodé? Moi, je me sens très bien. C'était une préparation assez longue, mais je savais que j'allais revenir pour cette date-là. Donc, non, tout ça s'est bien passé. Donc maintenant, il faut faire le poids et on est prêt pour le combat, quoi. T'as combien encore là à perdre? T'en es loin ou... Non, je suis prêt. Ah approximativement, quoi. Non, je suis pas très loin. C'est des choses qui se disent pas. Je suis dans les normes. Je suis dans les normes. Très indiscrète pour poser ces questions de... Non, je suis dans les normes. Comme ils disent pas, je dis pas, c'est pour ça. Bon, comment se passe la prépa au MMA Factory? Parce que c'est vrai que ça a été assez long, tu nous l'as dit quand même. Tu l'as attendu, ce fight, ce deuxième fight? Je l'ai attendu, mais avec Hexagone, ce qui est bien, on avait une carte de route. Donc je l'avais demandé après mon combat à Nantes. C'est juste que non, la prépa s'est bien passée. C'était un peu long parce que j'étais remonté un peu lourd, mais sinon ça va. Ça s'est bien passé. Au Factory aussi, c'est très bien passé, donc nickel. On arrive préparé. Bon, si vous nous regardez et que vous ne connaissez pas Bafodé Gassama, déjà, grave erreur. Champion de France amateur après seulement 1 an et demi de pratique de MMA, vice-champion du monde amateur. Est-ce qu'on peut dire que tu es un petit prodige du MMA français, mine de rien, parce que tu es arrivé vraiment sur le tard? Après, je sais pas, on peut peut-être dire ça, mais ouais, on va dire j'ai fait vite. Moi, je faisais pas de sport de combat, donc du coup, en 2 ans, j'ai enchaîné. Et puis, pour moi, en amateur, faut pas se prendre la tête, faut faire le plus de combats possible. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, et du coup, ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Donc très content, et le travail et les résultats aussi, quoi. Le passage chez les pros, comment tu l'as vécu justement ce changement? Parce qu'on en parle souvent, on en parlera sur Paul Dena tout à l'heure. C'est pas les mêmes règles, pas le même temps de round non plus. Il y a des coups nouveaux, tu as moins de protection sur toi. Comment tu l'as vécu tout ça? Plus comme une libération ou il a fallu t'acclimater un petit peu? Non, moi je l'ai vécu comme une libération parce qu'en amateur, descendre à 93 tout le temps, c'était un peu difficile. En pro, déjà il y a une rémunération, c'est qu'un seul combat. Moi j'ai fait des formats fédéraux, donc du coup je faisais 2 fois plusieurs combats dans la journée. Plusieurs combats dans la journée ou plusieurs combats dans la semaine. Donc non, en pro, moi, c'est pour ça que moi, je suis un des seuls combattants en France qui est resté dans la même KT en amateur et en pro. Souvent, en amateur, les gens, ils combattent dans la KT au-dessus. Moi, j'étais un 93 adapté pour être en professionnel. Donc moi, c'est une libération totale pour moi. Tu as souffert en amateur et maintenant, tu t'éclates en pro, quoi. Exactement. En amateur, c'était vraiment difficile. Donc. Bon, deuxième combat pro pour toi, on l'a dit, après une victoire retentissante
puissante. C'était en février dernier, TKO dès le premier round. Tu as fait chavirer Mika Lebou qui était aux commentaires ce soir-là. Regarde. Attention, Bafodé de plus en plus trouve les angles pour frapper, mais la bonne dynamique. Il a un bon rythme. Il crée du dommage. Et Stéphane ne propose pas grand-chose, malheureusement, à part se défendre là. Il va falloir qu'il fasse un peu plus. Pourquoi pas tourner le dos, refaire face à son adversaire. Ça va être compliqué. Attention à l'intervention de l'arbitre qui risque d'intervenir, Bafodé. Et c'est la fin superbe. Et ses débuts professionnels qui tiennent toutes les promesses de son brillant parcours en amateur. On est donc sur une suite logique. Ouais, première victoire de Bafodé. Ouais, face à un adversaire qui avait face à un adversaire capé et le pensionnaire du MMA Factory. Pas une défense intelligente. On voit toute ta puissance, Bafodé, sur cette séquence-là. Tu le dis souvent, tu es un bourreau de travail, tu travailles beaucoup, beaucoup. C'est ça que tu bosses aussi à l'entraînement, justement, ta puissance de frappe aussi, que tu travailles? Je pense que la puissance de frappe, ça se travaille, mais pour moi, le knockout power, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Donc du coup, je pense que j'avais ça dès le début. Et après, non, le travail fait qu'après, moi, j'essaye d'être le plus complet en tant que combattant MMA. Et après, non, je tape fort, je le sais. Il n'y a que quand tu étais dans la cage avec moi que tu le sais. Quoi. Je me trouve petit pour un 93. Moi j'ai vu un commentaire, il est incroyable. Bafodé sous Chep, c'est incroyable. Il m'a fait rigoler. Bravo à toi, Kev, tu m'as fait rigoler. Il est mortel celui-là. Pour ceux qui ne savent pas, le Chep, c'est un plat. C'est le plat parce que moi, j'ai pas la rêve du coup. C'est le tchéboudienne, c'est le plat traditionnel. Tu vois le riz rouge, voilà. Le riz gras, c'est ça le Chep. Ok. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est ça qui donne de la force en gros. Ah, ça donne de la force. C'est ça que tu prends avant les combats. On voit des marmites, regarde, que des marmites de Chep. Je pense que vous tournez beaucoup au Tiep parce que tu es au Factory. C'est limite un élevage de mecs balèzes. C'est vrai que pour les sparring, toi, c'est bien. Parce qu'en amateur, tu étais déjà dans les bonnes conditions. Clairement. Pour tourner avec des mecs lourds. Là, avec les pros, tu continues à profiter de tes sparring. Est-ce que. En plus, on a vu en photo. Moi, j'ai vu une photo passer. Il y en a encore un là qui arrive. Le fameux Dave. Il est costaud, le gars. Il est costaud. 22 ans. Ouais, 22 ans. Tu dirais que c'est un avantage pour toi par rapport à tes adversaires d'avoir autant de mecs lourds à ta salle? Ouais, non, clairement. Moi, ce que je dis en France, c'est que si tu es un poids lourd, le MMA Factory, c'est la meilleure salle. Parce que déjà, juste du fait qu'il y a Cyril Gane, donc du coup. Automatiquement, ça attire les gens. Et ouais, de toute façon, vu que plus la prépa est dure, plus le combat va être facile. Moi, je pense que depuis 1 an, il y a très peu de mecs qui ont ce que j'ai en sparring. Donc du coup, c'est ça qui fait aussi que j'ai pu avoir des bons résultats depuis que je suis au Factory. C'est vachement important. Ouais, c'est clair. De toute façon, il faut pouvoir tourner dans les conditions où tu vas combattre dans la cage. J'ai vu aussi qu'il y avait Sofiane Laïdouni, combattant du Glory, qui est passé. Je sais pas si c'était l'occasion de tourner avec lui. Non. Ça, c'était juste pour Cyril, je crois. Okay. J'ai vu la vidéo. Non, ça, c'était juste pour Cyril. Et du coup, le Dave, qu'est-ce que... J'ai tourné avec lui, et il est puissant. Bon, après, c'est un poids lourd. Moi, je suis un mi-lourd. Et la différence à ce niveau-là, je crois, quand j'ai tourné avec lui, il devait avoir 20 kilos de plus que moi. Donc, on sent la force. Après, on verra ce que ça donne. Hein. Encore amateur, Dave, pour ce gars. Mais je crois qu'il veut passer pro. Okay, le nom de famille, c'est Faustrin. Fausting, je sais pas. Ouais, mais il faut suivre, alors il faudra qu'on le suive, alors celui-là, ce Dave-là. Ouais, ça suit. Ouais, faut savoir où il va aller, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va se lancer aussi? Donc, en attendant, tu seras opposé à l'Italien Valikpo Tirliu, qui va faire ses débuts, lui, pour le coup, à l'Hexagone. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire, justement? Alors, je sais rien de lui. Ah, ok. Ça t'intéresse pas? Tu veux pas le savoir? Non, on a essayé de chercher, mais on n'a rien trouvé. Bienvenue au club, j'ai essayé de chercher des trucs aussi. Mais je pense que c'est tant mieux, parce qu'en vrai, dans tous les cas, j'aimais pas trop regarder, moi. Ouais. Même en amateur, pour moi, je dois être concentré sur moi et juste savoir peut-être s'il est gaucher, droitier. T'as pas un game plan forcément adapté à ton adversaire, quoi? Non, pas trop. Moi, j'essaie d'être concentré sur moi. Ce que je fais mal, j'essaie de bien le faire. Et puis après, ça va aller tout seul. J'ai assez confiance en moi pour pas regarder trop, quoi. Parce qu'après, le mec, il va regarder, ça se trouve, ça fait 1 an. Pendant 3 mois, il a bossé ses défauts. Tu vas te concentrer, ça va changer tout ton jeu. Non. Tu sais pas tout sur sa préparation non plus. À quelle ambiance tu t'attends à Bordeaux? Est-ce qu'il y aura du monde pour toi là-bas ou pas? Ouais, je sais que là-bas, il y a une forte communauté guinéenne. Ouais. Et je pense qu'il y aura du monde. Hein. J'ai déjà normalement des gens qui vont venir. Mais ouais. Ambiance de fou. La salle, c'est une grande salle. Ouais. C'est la nouvelle salle de Bordeaux. Donc, pas mal du tout en plus, la salle. Non, nickel. Franchement, j'ai hâte. Je regarde en même temps les questions dans le chat qu'on nous pose.
il y a combien de pourcentage de combattants qui passent pro? Waouh, sur les amateurs, alors là, est-ce que tous les amateurs passent pas pro? Je pense qu'il faudrait demander avec un délai de temps. Mais sinon, pour passer pro, c'est pas très difficile. Ouais. Tu peux aller faire un combat à l'étranger et t'es pro. Pour moi, la question serait combien de pros sont légitimes à passer. C'est ça que j'allais dire. Ah, on passe un peu trop facilement pro, tu veux dire? Bah ouais, tu vois, les gens, ils ont tendance à croire que passer pro en MMA, c'est comme dans le foot, t'as un contrat. C'est exactement ce que j'allais dire. Or que c'est pas ça. Bah pour moi, et je le dis toujours, c'est mieux aujourd'hui, avec la légalisation du MMA qui a 5 ans maintenant. Mais pour venir d'une époque pro, c'était juste une appellation. Bien sûr. Moi, c'est de l'époque d'où je viens, en tout cas. Oui. C'était une appellation, mais tu n'avais rien de professionnel. En tout cas, tu ne pouvais pas t'entraîner dans les conditions du pro. Donc, pour répondre à la question qu'il y a dans le chat, il faut essayer de voir le nombre de personnes, de combattants ou de combattantes qui ne font que ça. Qui peuvent s'entraîner 2 fois par jour, avoir la récupération nécessaire et être concentrés sur une préparation et un combat. C'est ça le plus dur, c'est pro. Un petit truc pour Kev sur Twitch. Dis-toi que Pantoja, avant son dernier combat pour la ceinture, il était encore chauffeur dans VTC. Voilà. Exactement. Tu fais ce que tu veux de cette information. Combattant du UFC. Les distilles comme ça. On nous demande aussi, Fodé, combien de combats il te reste dans ton contrat avec Hexagone? Moi, j'ai signé un contrat de 5 combats. Ok. Donc il y en aura encore 3 après celui-là. Il y en aura encore 3 après celui-là. Donc on n'a pas fini de te voir sur AMC Sport et c'est très bien comme ça. Très bien. C'est toi qui ouvriras cette carte principale où on retrouvera aussi Paul Denis Navarro pour son premier combat chez les pros face à Sabir Talmoust. Combat qui, on le rappelle quand même, devait avoir lieu initialement en avril dernier à Lille, mais qui a été reporté parce que son adversaire marocain n'a pas eu son visa à temps. Ça a chauffé du coup un petit peu aussi entre les deux hommes, enfin surtout Paul Denis qui l'a traité d'idiot, pour reprendre les termes exactement. Est-ce que ça rajoutait un petit peu de sel aussi à ce combat? On raffole, moi j'aime trop quand il y a des histoires. Il a l'œil qui frise, tu vois. Moi je suis pour le divertissement, j'aime bien quand ça chauffe entre les combattants, mais tant que ça reste dans le respect, bien évidemment. Ça rajoute un petit peu de piquant, ça rajoute un peu de piment dans le truc. Moi, Fodé, à quel point c'est difficile pour un combattant là, quand tu es à la place de Paul, tu te prépares à affronter un adversaire pour une date précise et à quelques jours avant le combat, on te dit ça ne sera pas maintenant, ce sera repoussé encore. Ça veut dire qu'il faut que tu te relances aussi dans une prépa, tu repartes sur un mois complet de prépa. Comment tu le vis à ce moment-là? Moi ça va, j'ai eu de la chance, je ne l'ai jamais vécu. Ouais. Même en amateur, à chaque fois qu'il y avait des combats, je les faisais. Mais à mon avis, ça doit être dur psychologiquement, parce qu'une prépa c'est dur. Ouais. En plus, suivant ta perte de poids, de tous les sacrifices que tu as fait, c'est compliqué. Et c'est très dur de rester concentré. Mais le fait que Paul a fait une carrière amateur et du fait qu'aussi en amateur, il a beaucoup combattu, c'est-à-dire qu'en vrai, aujourd'hui, on est une génération d'MMA, on s'entraîne tout le temps. On n'est pas comme avant, on s'arrête et ensuite on vient juste... Tu es constamment à la salle. Constamment à la salle parce que tu veux tout le temps progresser. Donc du coup, par rapport à ça, ça va. Mais sinon, ça doit être relou. C'est relou sinon. Paul Denis qui a tenu à faire ses débuts pro avec Hexagone, qui lui a fait confiance jusque-là. On comprend pourquoi, en même temps, il est toujours à ce jour le détenteur du KO le plus rapide dans l'organisation française. C'était face à Alex Andrews en septembre 2024. De faire une belle performance, on vous donnera le résultat lorsque le combat sera terminé. C'est parti, Paul Denis en amateur, regardez tout de suite ce high kick. Incroyable, quelle victoire! Quelle victoire de Paul Denis! Elle l'a séché tout de suite d'entrée de jeu! Le KO de la soirée, Baba, c'est incroyable! Il a réussi un high kick en plein visage. En plus de ça, ils ont des protections au niveau des tibias, donc c'est dire la puissance qu'il a pu mettre dans ce high kick. Baba, t'avais oublié ça alors que t'étais au commentaire? Pas oublié, j'ai été surpris de m'entendre. On rappelle tout l'enjeu aussi pour Paul Denis, c'est ce que j'évoquais avec toi tout à l'heure, ce passage en pro, comment on s'y prépare aussi, les changements de règles. On en avait parlé avec lui, il nous disait que lui, un peu comme toi en fait, il était impatient et plus ce côté libéré aussi de pouvoir mettre des coups là où il veut, comme il le veut aussi. Mais c'est un vrai test aussi, mine de rien. Est-ce que vous mettez un petit peu de pression aussi sur les épaules quand il y a ce premier combat pro ou pas? Comment tu l'avais abordé toi? Le premier combat pro, il est important, difficile, parce que c'est ton entrée dans le vrai monde. Et ensuite, tu as l'appréhension de comment ça va se passer. Toujours un combattant de MMA, il a cette appréhension, mais surtout en pro, parce que tu n'as plus les protections, c'est 5 minutes. Moi, c'était une libération, parce que je suis un mec de cardio, les 5 minutes sont adaptés pour moi, ça faisait longtemps que je m'entraînais. Mais en amateur, on est un peu restreint. Finir un combat en amateur, c'est dur. En pro, tout est fait pour que tu finisses le combat. Donc non, c'est une libération aussi. Mais on a juste une appréhension. Est-ce que tu dirais aussi que, toi, le fait que tu sois quand même
relativement récent dans les sports de combat. Donc, tu es frais. Ouais, je suis frais. Tu n'as pas pris autant de coups en sparring, par exemple, que d'autres. Je pense que c'est quelque chose aussi pour ton passage en pro qui va pouvoir aider pour la longévité. Ouais, clairement. Moi, il y a 2 choses qui sont bien pour moi. J'ai commencé tard. Bon, les 2 choses qui sont bien du fait que j'ai commencé tard. Ma santé est préservée. Et aussi, dans la catégorie où je peux durer. Oui. Ouais. Je suis dans une catégorie des lourds légers, c'est la peu fournie. Et aussi, souvent, en maturité d'homme, on prend du poids. Ça combat longtemps. Ça peut combattre longtemps. Donc moi, c'est les 2 facteurs de chance que j'ai. Maintenant, le facteur un peu moins de chance, c'est un peu l'âge. Mais sinon, non, c'est bien pour moi. Moi, Glover Teixeira, je crois l'UFC à 40 ans. Hein, 42 ans. Teixeira, il a pris la ceinture. Donc après, on verra, tu vois. Mais j'ai envie de faire 10 ans, moi, de carrière, de toute façon. Okay. C'est pas mal. Et t'as quel âge là maintenant, Bafodé? J'ai eu 31 ans en mars, là. Ça va, c'est jeune, 31 ans. J'ai commencé 28 ans, 2 ans d'amateur et j'ai envie de faire 10 ans dans le monde pro, quoi. On aimerait bien te retourner à 31. Excusez, c'est bien 31. C'était un certain temps. C'est jeune. Un dernier mot sur Paul Dana, messieurs. Baba, est-ce que tu l'attends, ce combat? Parce qu'il y en a plein qui l'attendent évidemment de voir Paul Dana en pro. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour ses débuts? Évidemment, Paul, il a réussi à créer une hype autour de lui. Et c'est par ce qu'il a fait sur le réseau, mais surtout par ses performances. Ouais. Si tu réussis pas tes performances, de toute façon, tu pourras faire toute la hype que tu veux, ça va pas fonctionner. Ce qui est bien avec lui, c'est que dans la victoire comme dans la défaite, il a quand même réussi à garder cette chose-là vivante. Donc, on attend tous ses débuts pro. Et si ça se passe bien, on va continuer à progresser, à surveiller sa progression. Ouais, c'est clair. Dernière question pour toi, Bafodé, dans le chat. Je relaye un petit peu. On te demande. Tu l'as vu? Je vais la lire. Est-ce que tu as pour objectif d'aller à l'UFC un jour? Ouais, pourquoi pas. Après. Parce qu'on a l'impression, en fait, pour les suiveurs un petit peu extérieurs du MMA, que c'est l'objectif ultime pour un combattant aujourd'hui, c'est d'aller à l'UFC. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. On en a beaucoup parlé avec Saladin Parnasse, il voit les choses différemment. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je vois les choses un peu comme Saladin. Hein. Ouais. Il a raison, le MMA, c'est un sport incertain. Et plus tu peux mettre la famille à l'abri, mieux c'est. Après, si j'ai la chance d'y aller, j'irai. Mais si j'ai le moyen de mettre ma famille à l'abri, j'ai commencé tard. Ouais. Je n'ai pas commencé à 12 ans comme lui ou comme Sam Bassima. Ouais. Moi, tu vois, j'ai déjà fait assez vite. Je vais essayer d'aller encore plus vite, mais on ne peut pas aller plus vite. Tu vas déjà très vite. Hein. Ouais. En vrai, dans ta catégorie, c'est faisable. Là, il te reste quoi? On a dit combien de combats à l'examen? Il me reste 3 après. 3 après la semaine prochaine. Donc en vrai, potentiellement à 6-7-0, tu peux faire les Dana White Contender Series. Bien sûr. Et rentrer à l'UFC. Même peut-être avec 5-0, 5 finish. Je sens mal. Si ça se passe bien et que tu finis les 5. Si ça se passe bien, je finis les 5, il y a moyen. Mais même ça peut aller encore plus vite. Mais en vrai. Moi, je me ferme aucune porte. Et c'est pas une catégorie très fournie à l'UFC non plus. Ils ont besoin de 109. Bien sûr. C'est sûr qu'il y a une porte ouverte là-dessus. Non, moi je me limite à rien, donc peut-être. Hein. On verra. Un dernier mot quand même sur cet hexagone à Bordeaux, marqué aussi par le combat pour le titre chez les moins de 61 kilos avec notre Français Barry Sadi-Güzel qui remet sa ceinture en jeu. Ce sera face à Clayton Montero. La première défense de titre pour lui qui reste sur 2 gros KO à l'hexagone qu'on va voir. Les 2 dès le premier round d'ailleurs, dont un au bout de 13 secondes. On voit des coups impactants, des coups au corps, des coups au foie aussi qui font la différence. Lui aussi, il a un nom qui circule évidemment dans la sphère de l'UFC. Est-ce que tu le connais un peu, Bafodé? Alors, je le connaissais pas, mais ce combat, j'étais là. Ouais. Je sais qu'il est du Boxing Squad. Ouais. Et c'est le champion 61 kilos, c'est ça? C'est ça. D'accord. Non, c'est pas mal, hein. Très bon. Après, il a pas fait de combat amateur trop, lui, non? Non. Alors là, bonne question. Je sais pas. Là, on voit que. Mais sinon, non, champion, hein, donc du coup, Benevent, ouais, Jolito. Je pense qu'il va gagner. Très fort, même son combat contre Anas, je crois qu'il s'appelle. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Ouais, non, il l'a tué. Le coup dans le foie. Ouais. Il a un striking d'élite. Il est très agressif. Ouais, et même son gabarit pour un 61. Ouais. C'est comme tout à l'heure, les 66 qu'on disait à l'UFC, c'est les nouveaux phénomènes. Et franchement, il me régale, moi j'aime bien. On fera une émission spéciale gabarit et on t'invitera. On viendra détailler tous les gabarits des différentes KT. Avant de se quitter, messieurs, on va voir des belles images de fight. Il y avait l'Octagone qui était à Munich en Allemagne ce week-end. Le meilleur de la soirée est compilé par Oscar Joss.
kick de Vanderlei qui essaie de mettre la pression, qui touche directement. Un seul coup aura suffi. Un seul coup aura suffi. Un seul coup aura suffi à Vanderlei pour remporter ce combat. Il a éteint la lumière de Jakub Donald. Après 3 défaites consécutives, il revient. En plus, le mec, il est grand. Voilà pour les belles images de la semaine. J'espère que ça t'a mis bien en jambe, Bafodé, pour la semaine prochaine. On t'a bien chauffé, là. Je suis prêt, ouais. C'est ce que j'ai à faire. De toute façon, moi, il faut finir. Hein. En professionnel, c'est finition qui compte. Ok, on prend rendez-vous. Bah, tu sais quoi, si tu finis, tu viendras sur le plateau d'RMC Sport à Bordeaux. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Avec plaisir pour parler de ton combat. Pas de souci. Merci beaucoup, Bafodé. C'était super cool de t'avoir avec nous. Merci. Le meilleur pour le combat la semaine prochaine. Merci. Évidemment, tout Bordeaux sera derrière toi. Merci. Merci les gars. Merci à vous. À la semaine prochaine, 22h30, même endroit. On débriefera évidemment l'Hexagone Bordeaux avec Bafodé. Peut-être petit appel en visio avec toi. On ne sait jamais. Voilà, pour débriefer tout ça. Je prévois déjà le planning de la semaine prochaine. Je cale déjà pour gagner un peu de temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Tristan Tessier, Anthony Sterpini, Oscar Josse, Baptiste Coranti qui est à la prépa de cette émission. Merci Baba, merci Jalito, merci Bafodé. Merci à vous. La semaine prochaine, très belle soirée à tous. Ciao. Ciao.